sommes arrivés à Westerbork, un camp de transit. Mais nous n'y sommes pas restés. Ils nous ont directement fait monter dans des wagons de marchandises qui nous ont transportés jusqu'à Auschwitz. Puis les Allemands sont arrivés et nous ont demandé si nous étions mariés. Moi, je l'étais, mais j'ai hésité à répondre. J'ai finalement décidé de dire la vérité. Oui, je suis mariée. Après cela, j'ai dû me mettre de côté. Les autres ont été gazés immédiatement. Mais ça, bien sûr, nous ne le savions pas. Finalement, nous sommes arrivés dans un baraquement où il n'y avait que des femmes. Toutes avaient le crâne rasé. Nous sommes entrés dans le bloc des expériences médicales. Nous avons vite compris ce qui nous y attendait. Klauberg. Un traitement horriblement douloureux, bestial. Toutes les sensations s'effaçaient dans des souffrances atroces. Klauberg aurait pu vivre heureux et faire ses recherches. Seulement, il était persuadé que sa place était au premier plan. Je suis le professeur Karl Klauberg. J'ai procédé à des stérilisations forcées. De mars 1943 à janvier 1945, j'ai soumis 280 femmes à des expériences médicales. 150 d'entre elles ont été stérilisées selon ma méthode. Oh, je ne me souviens plus vraiment. Mais tout à coup, c'était terminé. La guerre est finie. C'est merveilleux. Me voilà enfin libre. Mon mari m'a dit, bon, je t'attends à Paris, à telle et telle adresse. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Paris. « 1945. La guerre terminée, les Alliés demandent des comptes aux principaux responsables des crimes nazis lors des procès de Nuremberg. Les exactions commises par des médecins allemands dans les camps de concentration reviennent dans plusieurs procédures. Elles aboutissent aussi bien à des condamnations à mort qu'à des acquittements faute de preuves. Plus tard, la plupart des Allemands de l'Ouest désirent tirer un trait sur le passé et ne veulent plus entendre parler d'Auschwitz. Ils préfèrent se tourner vers l'avenir. L'heure est à la reconstruction et au miracle économique. En 1955, la jeune République fédérale d'Allemagne est en émoi. Grâce aux accords négociés par le chancelier Konrad Adenauer, 10 000 prisonniers de guerre allemands sont rapatriés d'Union soviétique. Parmi eux, le gynécologue et obstétricien Karl Klauberg. Il fera bientôt les gros titres de la presse. Lui aussi veut repartir à zéro en Allemagne de l'Ouest. Mais en novembre 1955, le Conseil central des Juifs en Allemagne dépose plainte contre lui. On lui reproche d'avoir procédé à des expérimentations médicales sur de nombreuses femmes détenues à Auschwitz, avec de lourdes conséquences sur leur santé, parfois mortelles. Beaucoup de victimes ne peuvent plus être entendues. D'autres sont muselées par la honte. Les femmes qui osent témoigner sont soumises à des examens dégradants, afin de vérifier la véracité de leurs propos. La justice allemande peine à les prendre au sérieux. Il faut dire que le professeur Klauberg est une sommité dans son domaine. En tant que chercheur sur la procréation, Karl Klauberg a écrit une page de l'histoire de la médecine. Ses travaux s'inscrivaient parfaitement dans l'idéologie et la politique nationale-socialiste.
Cela lui a donné l'occasion de mener ses expérimentations à Auschwitz. Pour lui, cela a eu de gros avantages. Il a bénéficié de nombreux privilèges personnels qu'il a payés en devenant un criminel. Je suis née tout au début de l'année, le 7 janvier 1921. Nous avons été les premiers dans notre quartier à avoir le téléphone à la maison. Parce que j'étais sur le point d'arriver et parce que mon père avait assez d'argent pour se l'offrir. Il était commerçant. Ma mère a eu 3 enfants. Je suis née à Varsovie et je suis venue très très jeune à Bruxelles. Mes parents étaient immigrés de l'Europe de l'Est et c'était une famille très très heureuse. J'ai eu une enfance très agréable à Batmen. Nous vivions tous ensemble et nous étions très proches. Je suis né en 1898 à Wupperhof, au nord de Cologne. À l'âge de 6 ans, j'ai été scolarisé à Kiel. En novembre 1916, j'ai passé mon baccalauréat et le lendemain, j'ai été appelé sous les drapeaux. Après mon retour de captivité, j'ai commencé mes études. J'ai étudié la médecine à Kiel, à Hambourg et à Graz. Ma thèse, qui portait sur les causes de décès en cas d'embolie gazeuse, a été reconnue comme un excellent travail scientifique. Avant la guerre, on habitait un tout petit appartement dans le 19e arrondissement, dans les quartiers ouvriers de Paris. Et ma mère a été dans la résistance. Et elle s'est encore un petit peu occupée de moi jusqu'au jour où c'était plus possible et de s'occuper de moi et d'être dans la résistance. Et il existait une organisation qui s'occupait de la sauvegarde des enfants et qui plaçait les enfants dans des familles. Et grâce à cette organisation, moi j'ai été d'un endroit à un autre. Dès que ça devenait trop dangereux, j'allais plus loin. Et j'ai fini par un petit village qui se trouve près de Château-Thierry, qui s'appelle Mont-Saint-Père. C'est là que j'ai fini la guerre. Et donc j'étais un enfant caché. J'ai rencontré mon épouse lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était très malade à son arrivée à l'hôpital pour femmes. Diagnostic, ovarite bilatérale due à la tuberculose. Après la fin de son traitement, elle m'a dit « Au début, je te détestais, puis je t'ai aimé. Et un jour, j'ai su que si je devais me donner à un homme, ce serait à toi seul. » Le mariage est célébré 5 ans plus tard. Son épouse Frida étant stérile, Klauberg entame une liaison avec sa secrétaire Ilse Geyer. Celle-ci met au monde 2 enfants et un ménage à 3 finit par se former. Au cours de ces années, j'ai effectué des recherches majeures. J'ai étudié l'hormone sexuelle féminine et le cycle menstruel. J'ai établi un test progestatif qui permet d'établir la stérilité. Comme il est d'usage dans ce genre de situation, il a été baptisé test de Klauberg.
En tant que chercheur sur la procréation, Karl Klauberg a écrit une page de l'histoire de la médecine grâce à ses travaux en collaboration avec l'entreprise Schering. Ces années ont été passionnantes. Avec l'entreprise Schering-Kalbaum, j'ai également développé les bases de la fabrication d'estrogènes et de progestérone de synthèse. Bien sûr, Hitler était déjà au pouvoir. Après mon anniversaire, en janvier, j'ai dû retourner à l'école. Et la maîtresse m'a dit « Assieds-toi là et ne parle à personne ». Il y avait déjà moins d'élèves en classe. Hitler était déjà à l'œuvre. Ma tante a émigré avec moi lorsque j'ai eu fini l'école, à Pâques. Elle a trouvé un logement où nous nous sommes installés, aux Pays-Bas. Alors, le 10 mai 1940, l'Allemagne a envahi, mais en même temps la Hollande, le Luxembourg, la Belgique et la France. Vous voyez toute cette partie occidentale, le même jour. Les gens ne se rendaient pas compte du danger que représentait l'hitlérisme à l'époque. Donc on était déjà impliqués dès 1933 par l'accueil des réfugiés allemands. Après 1936, il y a eu les réfugiés espagnols. Donc pour moi, la résistance, si vous voulez, ça n'a pas commencé en 1940, avant l'invasion de la Belgique. C'était déjà dès 1933. Il y a eu une rafle et ils ont emmené tous les hommes juifs. Nous avons entendu notre voisine pousser des cris atroces dans le jardin, derrière la maison d'à côté. Dès 1925, j'ai commencé à travailler sur la question de la fertilité et de l'infertilité. Je suis parti du principe qu'il n'existait à l'époque ni remède contre l'infertilité, ni procédé de stérilisation sans passer par la chirurgie. Le professeur Klauberg est réputé pour être l'un des plus éminents chercheurs dans le domaine des hormones ovariennes. Les travaux scientifiques du professeur Klauberg ont été en grande partie menés en étroite collaboration avec les chercheurs de notre laboratoire principal. Il est l'un de ces nombreux gynécologues qui ont un talent pour reconnaître une situation, pour faire une découverte et se trouver au bon endroit, au bon moment. Le soutien de l'industrie chimique a certainement joué un rôle décisif dans ce qu'il a fait. Mes résultats ont été reconnus de tous et m'ont rapporté financièrement des honoraires confortables versés par les usines Schering. Si je ne me suis pas construit de réputation dans une université, c'est certainement à cause de la guerre. Il a mené une très belle carrière et obtenu un poste de chef de clinique. Mais ses ambitions allaient beaucoup plus loin. Himmler a eu vent de mes projets. J'ai été convoqué à Berlin le 22 mars 1940 et j'ai pu avoir un entretien privé avec lui. À la fin, je lui ai fait part de la question de la stérilisation sans chirurgie sur laquelle je travaillais depuis 15 ans. Himmler m'a demandé si je disposais de mon propre centre de recherche dans mes cliniques. Le cas échéant, il était prêt à m'en procurer un. Le sujet a intéressé les SS. Il s'inscrivait parfaitement dans le projet de guerre d'anéantissement de Heinrich Himmler que les nazis comptaient mener à bien dans l'Est de l'Europe. Reichsführer,
Sans vouloir anticiper votre décision, je me permets de suggérer l'installation des aménagements nécessaires ainsi que des expérimentations dans le camp de concentration d'Auschwitz. Heil Hitler, votre très dévoué professeur Klauberg. Lorsque je suis arrivée au camp d'Auschwitz, le commandant n'avait pas 30 ans. Il était en uniforme noir, casquette, et il sélectionnait déjà des femmes. Je n'ai pas vraiment mesuré l'ampleur de la chose sur le moment, mais mon mari m'a dit « Je ne te reverrai jamais ». Je lui ai répondu « Garde la tête haute, n'abandonne pas ». Et il a fait comme ça. Nous ne savions pas où nous étions. Nous ne savions absolument pas ce que c'était. Ce qui nous avait frappé, c'est l'odeur pestilentielle qu'il y avait. Une odeur terrible. Pas un arbre, pas un oiseau. Le silence complet. On nous a tatoué un numéro sur le bras. Et dès lors, nous n'étions plus qu'un numéro. Puis nous sommes entrés dans le bloc des expériences médicales. Le but premier du bloc 10, c'était de mener un second génocide. Autrement dit, de tuer des gens qui n'étaient pas encore nés, afin d'éliminer totalement toutes les races indésirables. Nous avons reçu des vêtements qui ne nous appartenaient pas. Certains étaient des vêtements de prisonniers avec des rayures. Mais il n'y en avait pas tant que ça. J'étais déjà très mince et ça m'allait. J'étais heureuse d'avoir trouvé une robe et non une tenue à rayures. Donc nous sommes rentrés dans le bloc 10 et on nous a immédiatement monté au premier étage et nous a réparti les lits. Alors entre nous, les plus jeunes ont grimpé tout en haut et les plus âgés avaient 35 ans, 40 ans, sont restés en bas. Et on avait une couverture, donc il y avait une paillasse avec un petit peu de paille, il y avait une couverture, mais chacun avait un lit individuel. Et nous avons attendu. À peine arrivés à Auschwitz, on devenait comme des enfants. On continuait à croire qu'on allait revoir nos parents, nos frères et nos sœurs. Mais je n'ai jamais revu personne. Pas même mon mari. Moi-même, je n'en suis ressortie que grâce aux expérimentations. Sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'était déjà notre tour. Je préfère ne pas entrer dans les détails. C'était absolument atroce. J'ai été convoquée. Chaque jour, 10 femmes étaient appelées par leur numéro. Nous avions toutes des numéros. J'étais le numéro 62 501. Un beau jour, il y a eu un appel exceptionnel. Klauberg a choisi nous étions en rang par 5, il a choisi ce qu'il a voulu. Il n'était pas terrifiant, il était tout petit, gros, avec un chapeau tyrolien, des culottes tyroliennes, des bas blancs, des grosses chaussures de montagne. Il n'avait rien du SS qu'on peut se l'imaginer, hein. Dans les étages inférieurs du bloc se trouvaient les pièces dont j'avais besoin pour les activités que je projetais, notamment les aménagements sanitaires.
Les femmes, elles, étaient logées à l'étage supérieur. Mon personnel a été sélectionné parmi ces 250 femmes. Dans le lot, il y avait 4 à 5 anciennes assistantes techniques. Nous étions appelés par notre numéro. Puis Klauberg ou un autre homme nous injectait un produit dans le vagin. Après, il nous disait qu'il n'y aura plus d'enfants. Alors, vous savez, moi, je n'y connaissais rien. Je n'avais jamais vu un appareil de radiographie. J'étais en pleine bonne santé. Je n'avais jamais vu ça. Donc, je me souviens très, très bien comment c'était. Vous voyez, un très grand appareil de radiologie avec 2 montants, avec des cubes de bois. Vous vous mettiez au milieu de ces 2 montants, avec un cube devant et un cube dans le dos. Les expérimentations de Klauberg n'étaient qu'une méthode de stérilisation sans chirurgie que faisaient tester les SS. En parallèle, le médecin SS Horst Schumann menait des expériences sur la stérilisation de masse au moyen de rayons X. Alors les premières, ça allait très vite. Je suis passée la 2e, ça a été très vite. Donc surtout, et les autres sont passés, et ça a été de plus en plus long. De plus en plus long. Et moi, je n'ai rien eu. Une petite trace, mais insignifiante. La première n'a absolument rien eu du tout. La 3e, la trace était un peu plus prononcée. Et la 4e encore plus. Et alors les dernières, elles se tordaient de douleur, des nausées, des vomissements. Chaque femme devait s'allonger sur la table 1 fois par jour. Il fallait lever les jambes sur les étriers. On était nus à partir de la taille. Et il fallait se taire. Pas question de crier. Et le docteur Klauberg m'a fait une piqûre. C'était un petit homme rond. Il était aussi large que haut, ou aussi haut que large. Ils ont totalement détruit mon corps de jeune femme. Psychologiquement, je ne me suis pas laissée abattre. Mais physiquement, je ne pouvais rien faire. Au cours de ces 2 années, j'ai subi plusieurs traitements différents. Je crois qu'on m'a fait 5 injections avec cette injection de Klauberg. Ensuite, il retirait des parties de l'utérus. Certaines étaient envoyées à différents laboratoires pour tenter de donner un vernis scientifique à ces expériences. En réalité, c'était un crime. Il m'a fait une piqûre dans l'ovaire. Ensuite, j'ai été renvoyée dans mon lit et j'ai passé 3 jours allongée avec des douleurs épouvantables. Absolument épouvantable, pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai confié aux assistantes la tâche de procéder à des radiographies et d'effectuer des injections intra-utérines. Je n'ai jamais employé le mot stérilisation devant elles.
Je n'ai emmené aucune de mes laborantines de Königshütte avec moi dans le camp d'Auschwitz. Une fois seulement, ma secrétaire, Madame Geyer, m'a accompagné pour découvrir les lieux. Il fallait qu'elle voie à quel point les femmes du bloc 10 m'étaient attachées. Une fois, j'y ai également emmené ma fille de 3 ans. Il a même payé les nazis pour que nous ne soyons pas gazés. Le docteur Klauberg a payé 50 pfennig par jour pour ses cobayes. Toutes les opérations étaient effectuées sous anesthésie rachidienne et non sous anesthésie générale. On ne disait pas à ces femmes de quoi il s'agissait. D'un coup, elles se retrouvaient comme paralysées à partir du bassin, sans savoir ce qui leur arrivait, ni si c'était réversible, mais elles étaient conscientes de tout. Ça a dû être un traumatisme absolument inconcevable. Mais on était complètement ignorantes, on était des jeunes femmes. On ne savait absolument pas. Aller savoir ce que c'est qu'un utérus, aller savoir... On était à milieu de pensée, et ce n'est pas les infirmières de Glauberg qui pouvaient nous mettre au courant, elles étaient aussi ignorantes que nous. Ils ont dit qu'ils allaient pratiquer toutes les expériences possibles sur nous. Et que le but de toute l'affaire, c'était qu'on ne puisse plus avoir d'enfants. Et à leur façon, ils y sont parvenus. C'était absolument diabolique et sadique. D'autant plus de la part d'un médecin dont on aurait pu attendre un minimum de compassion, si ce n'est plus. Il était en totale contradiction avec la nature de ce métier. Je pense que ce groupe de médecins n'agissait que dans l'intérêt de leur carrière, avec une approche très égocentrique. Ils savaient que c'était la chance de leur vie, et que cette chance ne se représenterait peut-être pas. C'était maintenant ou jamais. Lors de ses recherches universitaires, Klauberg avait développé avec Schering une préparation censée remédier à la stérilité d'origine mécanique. Souvent, elle était due à une occlusion des trompes de Fallope qui empêchait l'ovule de transiter vers l'utérus. Klauberg a fait la démarche inverse. Il a injecté une solution de formaldéhyde dans la trompe. Sa théorie était que le processus inflammatoire ainsi provoqué pouvait obstruer les trompes et les rendre infranchissables, ce qui s'est vérifié. Très cher professeur Klauberg, par la présente, je vous informe de l'expédition de 4 échantillons de produits de contraste. Nous attendons avec grand intérêt votre avis concernant la pertinence de cette préparation pour vos essais cliniques. Avec le salut allemand, signé professeur Schöller et Dr von Behring. On m'a présenté une femme âgée d'une trentaine d'années et qui avait déjà eu des enfants. Je l'ai placée sous l'appareil de radiographie et j'ai procédé à un examen normal. J'ai utilisé de l'iodipine en guise de produit de contraste. Le produit a été injecté dans l'utérus au moyen d'un appareil d'hystérographie de 30 cm, habituellement utilisé pour les radioscopies. Le produit de contraste, qui remplit d'abord l'utérus, s'infiltre ensuite dans les trompes de Fallope, ce qui permet de voir si celles-ci sont fonctionnelles ou pas. Je n'ai pas pu constater si cette injection a causé des douleurs particulières à la femme que j'ai traitée. Reichsführer, il y a près d'1 an, vous m'avez écrit pour me demander quand il serait possible de stériliser 1000 femmes grâce à cette méthode. Je peux aujourd'hui vous répondre qu'un médecin bien entraîné aidé de 10 personnes pourrait sans doute stériliser plusieurs centaines de femmes
voire 1 millier en une journée. Parmi les assistants de Klauberg à Auschwitz, se trouvent aussi un certain nombre de médecins détenus dans le camp, dont Maximilian Samuel. Maximilian Samuel était un gynécologue juif allemand de Cologne qui a connu un destin tragique. Il est arrivé à Auschwitz à un âge assez avancé et a été contraint d'exercer auprès des autres détenus. Il a été déporté avec toute sa famille. Son épouse a été tuée immédiatement. Il a été séparé de sa fille qui a été envoyée au camp de travail d'Auschwitz. Et lui a dû assumer la charge de médecin des détenus au bloc d'expérimentation. Le médecin qui travaillait à Auschwitz m'a vu et m'a dit « Ah, mais c'est Esther Döring !» « Je suis bien désolé de vous retrouver ici, Esther. » C'était le docteur Samuel qui travaillait là-bas en tant que médecin. Il m'avait mise au monde et il ne l'avait jamais oublié. Il m'a juste confondue avec ma mère. Il s'est approché de mon oreille et m'a demandé « Tu parles hébreu ?» Et j'ai répondu « Oui, je suis juive. » Et ce vieux monsieur m'a dit « Viens, je vais te sauver, tu dois partir. Tous les médecins sont en train d'opérer. N'aie pas peur, viens avec moi. Tu es comme ma petite fille. » Je l'ai appelé grand-père. Il m'a dit « Reste ici. Dans un jour ou deux, ce sera ton tour. Tu vas subir une grosse opération. » Alors je me suis cachée sous le lit et j'ai pleuré. Il m'a dit « Ne fais pas ça, sans opération, ils vont t'envoyer dans la chambre à gaz et tu vas mourir. Tu es encore si jeune, je vais m'occuper de toi, je vais te sauver. » Le docteur Maximilian Samuel a le profil typique de la victime absolue. Il a réellement essayé de saboter ce qui se faisait là-bas et d'empêcher les tentatives de stérilisation de Klauberg. Et pour cela, il a payé le prix fort. Il m'a mise dans un lit spécial avec 3 autres femmes malades. Plus tard, il est revenu et le lit était vide. Les officiers nazis étaient venus chercher les femmes, des gardiennes, pour les conduire à la chambre à gaz. J'ai eu de la chance. Le docteur Samuel était à mes côtés. Il a dit « Nous avons besoin de cette jeune fille pour une seconde opération. » Il m'a sauvé la vie. Ne l'emmenez pas, elle a 16 ans. Elle est solide. Elle a déjà été opérée une fois, mais nous devons recommencer. Elle est forte. Je suis intimement convaincu que Maximilian Samuel devrait être considéré comme un héros. Un héros tragique, mais pas moins un héros. C'était un homme courageux qui a sacrifié sa vie au bout du compte. Ne tirez pas sur mon grand-père, leur ai-je dit. Ne le tuez pas. Ils ont tiré. Ils l'ont tué. Il m'a dit, allez, va. Il faut que tu vives. Comme Maximilian Samuel, chaque jour, des détenus sont fusillés à Auschwitz. Les femmes du bloc 10 sont les témoins directs de ces exécutions devant le mur de la mort. À partir de 1929, mes travaux avec Schering m'ont valu un virement mensuel de 400 Reichsmark à des fins de recherche. En dehors de cela, je n'ai reçu qu'une seule grosse somme de la part de l'entreprise Schering. Ces fonds étaient destinés à un appareil de radiographie. L'entreprise a souligné qu'elle était contente de pouvoir faire un geste personnel à mon égard. En septembre 1940, la Fondation allemande pour la recherche commande à l'entreprise Siemens un dispositif de radiographie destiné à Karl Klauberg. Il doit lui être livré à Königshütte. Il sera plus tard utilisé à Auschwitz.
Une note accompagne le bon de commande. Nous vous remercions pour votre achat. La livraison aura lieu aussitôt que possible. Avec le salut allemand, l'entreprise Siemens Reiniger. Je ne me souviens plus vraiment. Mais tout à coup, c'était terminé. À partir de l'automne 1944, tous les détenus encore aptes au travail ont été transférés vers les autres camps de concentration, plus à l'ouest. C'est à cette période que les médecins ont commencé à partir là-bas. Peu avant la fin de la guerre, nous avons dû nous rassembler et marcher en rang par 5. Ceux qui n'étaient pas capables de suivre étaient fusillés. Nous avons marché pendant 3 jours et 3 nuits. Et à partir de là, j'ai été libre. De nombreux détenus ont été transférés vers l'ouest et beaucoup de femmes ont été envoyées à Ravensbrück. C'est là que Klauberg est allé. Il a repris ses expérimentations sur des enfants tziganes et roms. L'âge de ses cobayes a baissé d'un cran. Il a tenté par là de répondre à une question qu'il se posait. Il voulait savoir si sa méthode pouvait provoquer une stérilisation avant même que les sujets aient l'âge de procréer. De Ravensbrück, Klauberg rentre à Kiel en mai 1945, où il tente de reprendre pied. Mais le 8 juin, il est arrêté par les troupes alliées et conduit en Union soviétique pour y être jugé. Le médecin nazi avoue ses torts. Je confirme que de mars 1943 à janvier 1945, j'ai effectué des essais de stérilisation forcée sur des détenus. 280 femmes sur 400 ont été soumises à des expérimentations. 150 d'entre elles ont été stérilisées selon ma méthode. À y réfléchir, je reconnais que mes activités constituent un crime contre l'humanité et j'en assume l'entière responsabilité. En 1948, le verdict est sans appel. 25 ans de réclusion pour crime contre l'humanité. À peine 7 ans plus tard, Klauberg est parmi les premiers prisonniers de guerre relâchés par les soviétiques dans le cadre de l'accord sur le rapatriement de 10 000 prisonniers négocié par le chancelier Konrad Adenauer. Mais à l'étranger, des voix s'élèvent pour dénoncer la libération de criminels nazis. Une survivante d'Auschwitz reconnaît Klauberg lors d'une interview télévisée. C'est un sentiment indescriptible de rentrer au pays. Je me sens renaître. Certain de pouvoir reprendre rapidement ses activités, le médecin publie une petite annonce dans le journal local. Urgent. Le professeur Karl Klauberg recherche plusieurs dactylographes compétentes. Pendant ce temps, la petite communauté juive d'Allemagne demande justice et réclame une enquête sur les crimes commis par Klauberg à Auschwitz. Le médecin nazi est dénoncé. Chaque jour ou presque, de nouveaux témoins se manifestent, jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire. En novembre 1955, Klauberg est incarcéré. Après avoir avoué ses crimes en Union soviétique, il se rétracte. Je jure sur l'honneur n'avoir jamais tué aucun être humain. Je n'ai jamais stérilisé 1 millier de femmes. Je n'ai jamais commis d'exactions ni d'atrocités sur des femmes. Je n'ai jamais torturé de femmes. Je les ai seulement aidées et sauvées. Le seul préjudice dont ces femmes peuvent souffrir, c'est la stérilité.
Klauberg est mort en 1957, avant le début de son procès. C'est évidemment un coup très dur pour toutes les rescapées. Pour elles, il aurait été très important de comprendre lors d'un procès ce qui leur a été infligé. Le pire pour les victimes, c'est qu'au cours de ces expérimentations médicales, elles n'ont pas compris ce qui leur arrivait précisément. Toute leur vie, elles n'ont pas su d'où venaient les douleurs dont elles souffraient. Les procédures judiciaires ont toujours un grand intérêt, car elles permettent d'aller au fond des choses, grâce à des expertises médicales. Et ces femmes en ont été privées. Aucun des médecins du bloc 10 n'aura finalement eu à rendre de compte. Il est impossible de déterminer le nombre exact de femmes torturées et tuées. Leur souffrance reste impunie. Ni l'entreprise Schering, ni Siemens ne sont poursuivis. Siemens a livré l'appareil de radiographie à Karl Klauberg, mais aucun représentant du groupe n'a souhaité s'exprimer devant nos caméras. Dans un courriel, on nous informe que le Siemens Historical Institute ne peut accéder à notre demande. Après vérification de leur fonds d'archives, aucune pièce ne permettrait de répondre avec certitude à nos questions. Selon des responsables du groupe joints par téléphone, un constructeur automobile ne peut être jugé fautif pour les accidents survenus à bord de ses véhicules. Il en va de même pour Siemens, qui ne s'estime aucunement responsable des crimes commis avec ses appareils. L'entreprise Schering, qui appartient désormais au géant pharmaceutique Bayer, continue à engranger des milliards grâce aux recherches de Karl Klauberg. Les hormones de synthèse qu'il a développées sont vendues dans le monde entier. Elles sont utilisées pour les changements de sexe ou les troubles de la procréation. Et surtout, on les retrouve dans les pilules contraceptives, dont Karl Klauberg est considéré comme l'inventeur. Avec son slogan « La science pour une vie meilleure », Bayer met en avant ses services rendus à la science. Le groupe réfute tout lien avec les crimes commis par Klauberg à Auschwitz. Malgré des échanges animés, aucun représentant de Bayer n'a voulu s'exprimer devant nos caméras. Selon une déclaration écrite, les expérimentations de Klauberg pour le compte de Himmler dans les années 1943 et 1944 n'ont rien à voir avec ses recherches précédentes sur les hormones. Dès 1940, tout échange scientifique a cessé entre Klauberg et Schering. Ces entreprises sont complices. Pas autant que les assassins ou les médecins, mais elles les ont aidés. Elles étaient en arrière-plan. Elles ont rendu leurs actes possibles. Elles ont façonné le décor dans lequel ces crimes ont été commis. Sans leur financement, sans leur soutien, sans la possibilité de commercialiser a posteriori les produits créés par ces recherches, ces crimes n'auraient peut-être jamais eu lieu. Comment peut-on appréhender des résultats d'expérimentation qui ont peut-être effectivement un impact bénéfique pour l'humanité, mais qui ont été obtenus dans des conditions abominables et tout sauf éthiques? Les survivants ont été formels. Ils veulent que ces résultats puissent être utilisés au bénéfice de l'humanité. Mais ils souhaitent aussi que les personnes qui ont payé ces résultats de leur santé, de leur vie, soient reconnues et honorées. À mes yeux, la vérité est le minimum que l'on puisse offrir aux personnes qui ont été assassinées et torturées. La vérité doit éclater au grand jour. Elle doit être enfin connue. On ne peut pas mentir éternellement. C'est impossible. Ça me fait encore de la peine aujourd'hui. Beaucoup de gens autour de moi ont déjà des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants. Et moi, je suis toute seule.
C'est bien normal de parler de ses enfants et de ses petits-enfants. Mais ça me fait mal. C'est une bonne chose que j'ai pu raconter tout ça une fois de plus. Je n'ai pas survécu à tout ça pour rien. Elle n'a jamais rien dit, elle n'a jamais voulu dire. La seule chose dont je me rappelle, c'est l'inquiétude et l'angoisse qu'elle avait d'essayer d'avoir un deuxième enfant. Fritz Adelard m'a demandé si je voulais l'épouser. Et je lui ai répondu, je dois d'abord te dire que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça n'aurait pas été honnête de le lui cacher. Il m'a répondu, je te prends comme tu es. Ça, c'est Nomi quand elle était petite. Nomi, c'est toi. Oui, je sais. J'étais dans mon restaurant. Tu étais un bébé très joyeux. Et j'étais si heureuse, moi aussi. Là, tu tiens une cuillère à la main. La femme qui m'aidait à la maison m'a dit, « Vous avez de la chance. Elle vous ressemble. » Elle était jeune et elle voulait contribuer à la construction de l'État d'Israël. Elle était sioniste. Après la guerre, elle a rencontré Yehuda Engel. Elle m'a raconté qu'il l'avait épousée même si elle pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant, parce qu'elle avait subi des expérimentations médicales. Finalement, il s'est avéré que lui ne pouvait pas en avoir. Il était stérile. Ma mère, elle, voulait tellement un enfant. Un des médecins lui a dit, « Vous savez, un de vos ovaires est intact. Vous pouvez avoir un enfant. Pourquoi ne pas envisager l'insémination artificielle ?» Il y avait 3 médecins dans la maison qu'ils avaient convertis en hôpital. Ma mère a demandé « Qui serait le père alors ?» Ils ont dit « Un de nous 3 ?» Ma mère leur a répondu « Non, je veux choisir le père moi-même. » Ma mère tenait le café René et elle en était très heureuse. Elle s'y trouvait quand mon père est entré. Il était beau, il pouvait être un bon parti. Elle lui a raconté son histoire et lui a demandé s'il voulait l'aider à avoir un enfant, sans aucune attache. Ils sont allés dans un champ, sous des eucalyptus, et ont eu des relations sexuelles. Et ça a marché du premier coup. Incroyable. 3 semaines plus tard, il est revenu et lui a demandé si elle voulait recommencer pour être sûre. Elle lui a répondu « Non, je crois que c'est bon. » Et c'était vrai. Elle est bel et bien tombée enceinte au premier essai, ce qui semble à peine croyable. Ma mère était une femme très courageuse. Elle a fixé ses propres règles et elle a eu la chance de tomber enceinte. Il n'y avait aucune certitude, mais ça a marché. Klauberg n'a pas gagné. C'est elle qui l'a emporté.
Azoch und as wei sitzt zu Ayid, lo mir von deswegen singen. In Kleider mit Lattes, in Hemder mit Flei, lo mir singen und singen. Nicht gesorgt, Kinder, Arbeit macht frei, lo mir von deswegen singen. Azoch und as wei sitzt zu Ayid, lo mir von deswegen singen.